Ne viens pas au réveillon de Noël, a écrit papa par message. La fiancée de Marcus est chirurgienne pédiatrique. Nous célébrons sa réussite, j'ai dit, compris le 26 décembre, elle est arrivée pour son entretien final. Le DRH l'a accompagnée à mon bureau. Quand elle a vu le médecin-chef sur ma porte, elle s'est mise à crier, parce que je fixais le SMS de papa sur mon téléphone, assise dans mon bureau au Pacific Regional Medical Center. La lueur de mes 3 écrans d'ordinateur illuminait ces mots, des mots qui n'auraient plus dû me blesser, mais qui, étrangement, me faisaient encore mal. Ne viens pas pour le réveillon de Noël. La fiancée de Marcus est chirurgienne pédiatrique. Nous célébrons sa réussite. Ce serait gênant que tu sois là alors que tout le monde félicitera un vrai médecin, un vrai médecin. J'étais la directrice médicale d'un centre de traumatologie de niveau 1, doté de 847 lits. Je supervisais 2847 professionnels de santé. J'avais restructuré 3 systèmes hospitaliers défaillants en 7 ans. Le magazine Forbes m'avait nommé, il y a 6 mois, l'une de leurs 40 innovateurs de la santé de moins de 40 ans. L'article trônait, encadré, dans le bureau de mon assistante, car je trouvais embarrassant de l'afficher dans le mien. Mais pour papa, je n'étais pas un vrai médecin. J'ai tapé ma réponse, c'est noté. Mon assistante, Rebecca, a frappé à ma porte. Dr Thornton, le conseil d'administration veut vos recommandations finales sur l'expansion de la chirurgie pédiatrique d'ici le 2 janvier. De plus, nous avons la dernière série d'entretiens prévue pour le 26. 3 candidats pour le poste de chef de la chirurgie pédiatrique. Envoyez-moi leur dossier, dis-je en me tournant vers mes écrans, où défilaient les données sur les résultats des patients. Je les examinerai ce soir. Ce que papa ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que je n'étais pas seulement devenu médecin. J'étais devenu la personne qui décidait quel médecin était embauché dans l'un des centres médicaux les plus prestigieux de la côte ouest. En grandissant, j'avais toujours vécu dans l'ombre de Marcus. Il était l'enfant chéri, charismatique, athlétique, président de tout. J'étais calme, rat de bibliothèque, passant mes vendredis soirs à la bibliothèque plutôt qu'au match de football. Papa était un représentant pharmaceutique prospère, qui valorisait la personnalité et la prestance. Marcus avait les deux. Je n'avais ni l'un ni l'autre. Emma va bien, disait maman aux proches lors des réunions de famille. Elle étudie beaucoup. Elle a de bonnes notes. Marcus a été recruté par 3 universités de première division, interrompait papa, en tapant sur l'épaule de mon frère. Des bourses complètes. Ça, c'est une vraie réussite. Quand j'ai été admise en pré-médecine à Johns Hopkins, papa a à peine levé les yeux de sa tablette. C'est bien, chérie. Marcus, raconte-leur pour le championnat d'État. L'école de médecine fut brutale. Je travaillais aux urgences pour compléter mes prêts, tandis que les frais universitaires de Marcus étaient entièrement couverts par maman et papa. Les bourses sportives ne couvrent pas tout, m'a expliqué papa quand j'ai demandé pourquoi il ne pouvait pas m'aider aussi. Marcus doit se concentrer sur le football, pas sur le travail. J'ai obtenu mon diplôme de médecine avec 340 000 $ de dette. Marcus a obtenu son diplôme en marketing, sans aucune dette, et un emploi dans l'entreprise d'un ami de papa, gagnant 62 000 $ par an. Si fier de nos 2 enfants, a posté papa sur Facebook, avec cette photo de Marcus à la remise des diplômes et une seule de moi, qui était floue. Mon internat en administration hospitalière et en gestion des soins de santé n'était pas de la vraie médecine. Selon papa, tu ne soignes même plus les patients, a-t-il dit lorsque j'ai expliqué mon parcours professionnel. À quoi bon faire médecine si c'est juste pour remuer de la paperasse? J'optimise des systèmes qui aident des milliers de patients, ai-je essayé d'expliquer. Marcus sort avec une avocate maintenant, a interjecté maman. Un cabinet très prospère au centre-ville. Cette relation a duré 4 mois. Ensuite, il y a eu l'institutrice, 6 mois. Puis l'architecte, 3 mois. Chaque fois, les dîners de famille devenaient des vitrines pour les accomplissements de la petite amie de Marcus, tandis que je mangeais tranquillement le rôti de ma mère, répondant à l'occasionnel, « Comment va le boulot à l'hôpital ?» par un « Bien », avant que la conversation ne revienne vers Marcus. Quand je suis devenue directrice des opérations cliniques au Seattle Memorial à 29 ans, papa a demandé si cela signifiait que je traitais enfin à nouveau des patients. Quand j'ai été recrutée comme directrice médicale au Pacific Regional à 32 ans, l'une des plus jeunes du pays à ce poste, papa a dit, c'est bien. Marcus vient d'être promu directeur de clientèle senior.
J'ai arrêté d'essayer de partager mes réussites. Ce ne serait jamais assez. J'ai arrêté d'aller à tous les dîners de famille. Ils l'ont à peine remarqué. J'ai acheté une maison sur les collines, surplombant la ville. Une magnifique maison de style craftsman avec 4 chambres et une vue sur l'eau. Je ne les ai jamais invités. Ils n'ont jamais demandé à la voir. Je sortais occasionnellement, mais mon travail consumait la majeure partie de mon temps. Restructurer des systèmes hospitaliers en faillite, négocier avec les compagnies d'assurance, mettre en œuvre de nouveaux protocoles de soins aux patients. C'était un travail stimulant, plein de sens, qui sauvait des vies, même si je n'étais pas celle qui tenait le bistouri. Mais pour ma famille, j'étais Emma l'administratrice. Emma, la gratte-papier. Emma, qui n'était pas un vrai médecin. Ce que ma famille ne voyait pas, c'était l'empire que je bâtissais. Le Pacific Regional Medical Center était en faillite à mon arrivée, il y a 3 ans. Les scores de satisfaction des patients étaient abyssaux. Les taux de mortalité grimpaient. L'hôpital perdait de l'argent à une vitesse alarmante, 147 millions de dollars de pertes annuelles. Le précédent directeur médical avait été renvoyé, et le conseil d'administration envisageait de vendre à un conglomérat de santé privée. Dr Thornton, avait dit le président du conseil lors de mon entretien, nous avons besoin de quelqu'un capable de sauver cet hôpital. Pensez-vous pouvoir le faire? J'avais présenté une présentation de 47 diapositives, décrivant exactement comment je m'y prendrais. Ils m'ont embauché le lendemain. En 6 mois, j'avais restructuré chaque département clinique. J'ai renvoyé 12 médecins peu performants, chose que le précédent directeur avait eu trop peur de faire. J'ai recruté des spécialistes de tout le pays. J'ai mis en œuvre des protocoles fondés sur des preuves, qui ont réduit les taux d'infection nosocomiale de 64%. J'ai négocié de nouveaux contrats avec les assureurs, augmentant nos taux de remboursement. En 18 mois, nous étions de nouveau rentables. En 2 ans, nous étions l'hôpital le mieux noté de la région. Le conseil m'a versé une prime de 340 000 $. J'ai remboursé intégralement ma dette d'école de médecine. Ils m'ont donné des options d'achat d'actions d'une valeur de 1,2 million de $. J'ai diversifié mes investissements dans un portefeuille que mon conseiller financier a qualifié d'impressionnant et agressif. Ils ont augmenté mon salaire à 485 000 $ par an, plus des primes de performance. L'année dernière, ma rémunération totale était de 627 000 $. Mais plus que l'argent, j'avais le pouvoir. Un vrai pouvoir. Je décidais quel médecin était embauché, quel programme recevait des financements, quel département s'agrandissait et lesquels fusionnaient. Les compagnies d'assurance réclamaient des réunions avec moi. Les représentants pharmaceutiques me faisaient la cour. D'autres hôpitaux tentaient de me recruter avec des offres que je déclinais poliment. Je siégeais à des conseils médicaux. Je prenais la parole lors de conférences sur la santé. Je consultais pour des systèmes hospitaliers à travers le pays, pour des honoraires commençant à 15 000 $ par jour. Ma réputation professionnelle était impeccable. Dans la communauté médicale, les gens savaient exactement qui était le docteur Emma Thornton. Mais au dîner de famille, j'étais toujours juste Emma, l'administratrice. Marcus a amené Alexandria à la maison pour Thanksgiving. C'est une chirurgienne pédiatrique, s'était extasiée maman au téléphone avant sa venue. Certifiée par l'ordre. Elle travaille au Children's Medical Center du centre-ville. Ton père est tout simplement ravi. Je suis arrivé avec du vin et une tarte aux pommes maison. Alexandria tenait déjà audience dans le salon, robe de créateur, coiffure parfaite, racontant avec animation des histoires sur ses cas chirurgicaux, tandis que maman et papa buvaient chacune de ses paroles. Emma, a dit maman quand je suis arrivé. Voici Alexandria Burke, la petite amie de Marcus. Elle est chirurgienne pédiatrique. Ravie de vous rencontrer, dis-je en tendant la main. La poignée de main d'Alexandria était molle. Ses yeux m'ont à peine enregistré avant de retourner vers papa. Comme je le disais, l'approche laparoscopique pour les appendicectomies pédiatriques a vraiment révolutionné notre domaine. Emma travaille aussi dans un hôpital, a proposé maman faiblement. Dans l'administration. Oh. Le sourire d'Alexandria était poli et dédaigneux. C'est gentil. Les gens qui font la paperasse sont si importants. Papa a ri. Emma n'est pas du genre au terrain. Elle ne l'a jamais été. C'est Marcus qui a hérité de tout le sens du relationnel dans la famille. J'ai mangé mon dîner en silence,
tandis qu'Alexandria décrivait une chirurgie cardiaque complexe à laquelle elle avait assisté. L'histoire était impressionnante. Elle était clairement talentueuse. Mais la façon dont elle insistait sur certains points, en tant que chirurgien, vous comprenez la pression, ceux d'entre nous qui travaillent réellement avec les patients, la vraie médecine clinique, montrait clairement qu'elle avait déjà été briefée sur ma carrière et l'avait jugée insuffisante. Après le dîner, j'ai entendu Alexandria parler à Marcus dans la cuisine. « Ta sœur a l'air gentille », a-t-elle dit, mais le mail restait suspendu dans l'air. « Emma a toujours été différente », a dit Marcus. « Pas vraiment sociable, tu sais. Papa s'inquiète qu'elle ait gâché son diplôme de médecine dans des trucs administratifs. Il faut de tout pour faire un monde, a dit Alexandria avec ce ton charitable que les gens utilisent pour discuter de quelqu'un qu'ils prennent en pitié. Tout le monde n'a pas le tempérament pour les vrais soins aux patients. Je suis parti tôt, prétextant des réunions matinales. Personne n'a vraiment essayé de me retenir. 3 semaines plus tard arrivait le SMS de papa concernant le réveillon de Noël. Le 20 décembre, Rebecca est entrée dans mon bureau avec une expression étrange. « Dr Thornton, vous devez voir ça. » Elle m'a tendu un CV et une candidature pour notre poste de chef de la chirurgie pédiatrique. Le poste que j'avais créé dans le cadre de notre plan d'expansion, un poste avec une fourchette de salaire de $380 000 à $450 000, des avantages complets, un budget de recherche et un accès à des installations de pointe. Le nom en haut de la page, Dr Alexandria Burke. J'ai lu attentivement ses références. École de médecine Johns Hopkins, internat en chirurgie pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Philadelphie. 5 ans d'expérience, un dossier de publication solide, de bonnes références. Ses qualifications sont excellentes, a dit Rebecca prudemment. Elle fait partie des 3 derniers candidats. Les entretiens sont prévus pour le 26. J'ai scanné sa lettre de motivation. Professionnelle, articulée. Elle parlait de sa passion pour les soins pédiatriques, de son intérêt pour la médecine universitaire, de son désir de bâtir un programme de chirurgie pédiatrique de classe mondiale. Elle n'avait aucune idée de qui était le directeur médical. La direction de notre hôpital n'était pas placardée sur le site web. Délibérément, je gardais un profil bas dans les médias locaux. Je faisais mon travail, j'obtenais des résultats et j'évitais les projecteurs. La majeure partie du travail de représentation publique était effectuée par notre PDG et notre équipe de relations publiques. Alexandria Burke avait postulé dans mon hôpital, passé 3 tours d'entretien avec mon comité d'embauche, et était sur le point de s'asseoir en face de moi pour son entretien final. L'entretien final où je prenais la décision ultime d'embauche. Planifiez-la pour 10 heures le 26, dis-je calmement. Après les 2 autres candidats. Je veux un maximum de temps avec chaque finaliste. Les yeux de Rebecca ont brillé de compréhension. Elle travaillait pour moi depuis 2 ans. Elle savait exactement à quoi ressemblerait le réveillon de Noël pour moi. Ce sera fait, Dr Thornton. J'ai passé le réveillon de Noël seul dans ma maison. J'ai rôti un petit poulet. J'ai regardé de vieux films. J'ai ignoré les photos que Marcus postait sur Instagram, Alexandria riant avec maman, papa portant un toast à notre future belle-fille, la chirurgienne à succès. La légende de Marcus, enfin quelqu'un qui comprend à quoi ressemble la vraie réussite. Famille d'abord, fils fier. J'ai envoyé un SMS à Marcus, joyeux Noël, à 21h. Il a répondu à 23h47, merci. M et Alex. On a adoré voir tout le monde. Le 26 décembre est arrivé, froid et clair. Je me suis habillé dans ma tenue de travail standard, tailleur bleu marine sur mesure, chemisier crème, bijoux minimaliste. Ma blouse blanche était accrochée au dos de la porte de mon bureau, mon nom brodé en fil bleu marine, Emma Thornton, MD, directrice médicale. Les 2 premiers entretiens se sont déroulés sans accroc. Les 2 candidats étaient excellents. Le docteur Raymond Chin, de Stanford, avait un parcours de recherche impressionnant. Le docteur Patricia Okonkwo, de la clinique Mayo, présentait des données exceptionnelles sur les résultats chirurgicaux. Rebecca est entrée dans mon bureau à 14h47. Le docteur Burke est là pour son entretien de 15h. Donnez-moi 5 minutes, puis amenez-la à mon bureau. J'ai affiché le dossier d'Alexandria sur mon ordinateur une dernière fois. Tout était en ordre. Ses références avaient été vérifiées, ses diplômes validés, ses registres chirurgicaux examinés. Sur le papier, c'était une candidate remarquable. J'ai fermé le dossier et j'ai attendu.
À exactement 14h52, j'ai entendu des voix dans le couloir. Le ton professionnel de Rebecca, par ici, Dr Burke. Le Dr Thornton vous attend. La voix confiante d'Alexandria, c'est un établissement magnifique. Je suis vraiment enthousiaste à propos de cette opportunité. Le directeur médical a fait un travail remarquable ici, a dit Rebecca. Nous sommes devenus l'un des hôpitaux les mieux notés de la région sous sa direction. C'est merveilleux, a dit Alexandria. J'ai hâte de le rencontrer. La rencontrer, a corrigé Rebecca doucement. Oh, bien sûr, là. Elles se sont arrêtées devant ma porte. À travers le verre dépoli, je pouvais voir leur silhouette. Rebecca a frappé. Dr Thornton? Le docteur Burke est là. Faites-la entrer. La porte s'est ouverte. Rebecca s'est écartée. Alexandria est entrée, sourire professionnel en place, main tendue pour une poignée de main. Elle regardait Rebecca, parlant toujours « merci beaucoup pour ». Puis elle s'est tournée et m'a vu. Son visage est passé par plusieurs expressions en une succession rapide, confusion, reconnaissance, incrédulité, puis horreur. « Bonjour, Dr Burke, dis-je calmement, debout derrière mon bureau. Je vous en prie, asseyez-vous. » Ses yeux se sont posés sur la plaque nominative sur mon bureau, Dr Emma Thornton, directrice médicale. Puis sur les diplômes sur mon mur. Diplôme de médecine de Johns Hopkins. Certification du conseil. Article encadré Forbes 40 Under 40. Lettre de félicitations de l'Association américaine des hôpitaux. Puis, sur mon visage. Vous, a-t-elle commencé. Sa voix est sortie étranglée. Vous êtes la directrice médicale. Oui. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. Asseyez-vous, Dr Burke. Nous avons beaucoup à discuter. Elle n'a pas bougé. Son visage était devenu pâle. Emma, je veux dire, je n'avais aucune idée que la gratte-papier était la personne avec qui je passerais l'entretien. Je me suis assise, croisant les mains sur mon bureau. Oui, j'ai cru comprendre cela. Devons-nous commencer? J'ai besoin de... Elle a regardé la porte. Puis-je avoir un moment? Vous pouvez avoir plusieurs moments si vous en avez besoin, ai-je dit, mais vous devez savoir que cet entretien est enregistré à des fins d'assurance qualité, comme indiqué dans la documentation que vous avez signée. L'enregistrement a commencé dès votre entrée dans cette pièce. La couleur a complètement quitté son visage. Asseyez-vous, Dr Burke. Elle s'est assise. Ses mains tremblaient. J'ai ouvert son dossier. Commençons par vos qualifications. CV très impressionnant. Johns Hopkins. C'est là que je suis allé aussi. Comment avez-vous trouvé le programme? C'était excellent. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Votre internat à l'hôpital pour enfants de Philadelphie. C'est un programme de premier plan. Vous avez travaillé avec le docteur Morrison? Oui. Lui et moi avons servi ensemble dans un groupe de travail il y a 2 ans. Excellent chirurgien. Je l'appellerai dans le cadre de ma vérification des références. J'aime passer des appels personnels pour tous les candidats finaux. Je suis sûr qu'il aura des choses merveilleuses à dire. Les mains d'Alexandria agrippaient son sac à main. Dr Thornton, je pense que nous devrions. Parlons de vos résultats chirurgicaux, ai-je continué, me tournant vers les données. J'ai examiné vos registres du Children's Medical Center. 347 procédures sur 5 ans, taux de complication de 2,1%. C'est légèrement au-dessus de la moyenne nationale de 1,8% pour la chirurgie pédiatrique. Pouvez-vous me décrire vos initiatives d'amélioration de la qualité pour remédier à cela? Elle m'a fixé. Le taux de complication est dans une fourchette acceptable. Acceptable n'est pas ce que nous visons ici, Dr Burke. Nous visons l'exceptionnel. Au Pacifique régional, nos taux de complications chirurgicales sont de 0,9% dans tous les départements. On attendra du chef de la chirurgie pédiatrique qu'il ne se contente pas d'atteindre, mais qu'il dépasse les références nationales. J'ai pris une note dans son dossier. Quelle stratégie mettriez-vous en œuvre pour améliorer vos résultats? Dr Thornton. Sa voix était plus forte maintenant, teinte de désespoir. Pouvons-nous s'il vous plaît parler de quoi, Dr Burke?
De savoir si vous êtes qualifié pour ce poste? Parce que c'est l'objet de cet entretien. C'est un poste à $420 000 par an, avec un budget de recherche de $150 000 et l'opportunité de bâtir un programme à partir de zéro. C'est le genre de poste qui définit une carrière. Alors, oui, parlons de savoir si vous êtes la bonne personne. Elle a tressailli. J'ai tourné la page suivante. Votre lettre de motivation mentionne votre passion pour la médecine universitaire. Parlez-moi de votre programme de recherche. Je me suis concentré sur les techniques mini-invasives. Oui, j'ai vu vos publications. 2 articles au cours des 3 dernières années, tous 2 dans des revues de second rang. Le chef de la chirurgie pédiatrique au Pacifique régional devra publier dans des revues de premier plan, JAMA Surgery, New England Journal of Medicine, Annals of Surgery. On attendra d'eux qu'ils obtiennent des subventions compétitives. On attendra d'eux qu'ils mentorent les internes et les fellows. J'ai levé les yeux vers elle. Avez-vous de l'expérience dans le développement de programmes de fellowship? Une expérience limitée, mais limitée. J'ai pris une autre note. Ce poste exige quelqu'un qui peut être opérationnel immédiatement. Quelqu'un qui peut bâtir non seulement un service chirurgical, mais un département universitaire. Quelqu'un qui a la vision, les compétences de leadership et la réputation pour attirer les meilleurs talents. J'ai fermé son dossier. Dites-moi pourquoi vous pensez être cette personne. La mâchoire d'Alexandria s'est serrée. Je pouvais la voir essayer de décider entre la colère et la panique. J'ai 5 ans d'excellente expérience clinique. D'expérience clinique supérieure à la moyenne, ai-je corrigé. Vos résultats sont bons, Dr Burke. Pas excellents. Bon. Et cet hôpital ne se contente pas de bon. Je travaille dans un hôpital communautaire, a-t-elle dit, la colère montant dans sa voix. Les ressources au Children's Medical Center sont limitées par rapport à un endroit comme celui-ci. Le docteur Okonkwo vient de la clinique Mayo, ai-je dit. Le docteur Chin vient de Stanford. Les 2 ont publié dans des revues de premier plan. Les 2 ont développé des techniques chirurgicales innovantes. Les 2 ont mentoré des dizaines d'internes. Les 2 ont des taux de complications inférieurs à 1%. Je me suis adossé à ma chaise. Vous êtes en compétition avec les meilleurs, Dr Burke. J'ai besoin que vous me disiez pourquoi je devrais vous choisir, vous, plutôt que. Elle s'est levée soudainement. Vous savez quoi? Je ne pense pas que ce soit un entretien équitable. Vous avez clairement une sorte de problème personnel. Asseyez-vous, Dr Burke. Ma voix n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. C'était la voix qui avait renvoyé des médecins incompétents. La voix qui avait restructuré des départements entiers. La voix que les administrateurs d'hôpitaux à travers le pays payaient $15 000 par jour pour entendre. Elle s'est rassise. Laissez-moi être très clair, ai-je dit. Ma vie personnelle et mes responsabilités professionnelles sont complètement distinctes. Vous êtes évalué uniquement sur vos qualifications, votre expérience et votre capacité à diriger un département de chirurgie pédiatrique. Si vous estimez que le processus est injuste, vous êtes libre de retirer votre candidature. Je ne veux pas me retirer. Alors répondez à la question, pourquoi devrais-je vous embaucher? Elle a pris une inspiration tremblante. Je suis un bon chirurgien. Je me soucie de mes patients. Je veux bâtir quelque chose de significatif. Les autres candidats aussi. J'ai rouvert son dossier. Parlons leadership. Avez-vous déjà géré une équipe de plus de 2 internes? Non. Avez-vous déjà été responsable du budget d'un département? J'ai eu mon mot à dire sur des achats d'équipements. Avez-vous déjà recruté des médecins d'institutions concurrentes? Non. Avez-vous déjà négocié avec des compagnies d'assurance pour de meilleurs taux de remboursement pour des procédures complexes? Ce n'est généralement pas la responsabilité d'un chirurgien. C'est le cas ici. Le chef de la chirurgie pédiatrique aura la responsabilité complète des pertes et profits de son département. On attendra de lui qu'il le gère comme une entreprise, tout en maintenant les normes cliniques les plus élevées. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Dr Burke, vous êtes un chirurgien adéquat postulant pour un poste de direction qui exige l'excellence. Vos compétences cliniques sont satisfaisantes, mais votre expérience de leadership est minime. Votre portefeuille de recherche est mince. Vos résultats sont simplement acceptables,
et vous n'avez démontré aucune preuve que vous comprenez ce qu'il faut pour bâtir et gérer un département dans un centre médical d'élite. Son visage est devenu rouge cramoisi. C'est à cause de Marcus. Cela n'a rien à voir avec Marcus, ai-je dit froidement. Il s'agit de savoir si vous êtes qualifié pour ce poste. Et sur la base de cet entretien, je ne suis pas convaincu que vous le soyez. Vous me punissez à cause de votre famille. Je vous évalue selon les mêmes critères que j'utilise pour chaque candidat. Je me suis levé. Dr Burke, je pense que nous avons terminé. Attendez. Elle s'est levée aussi, la panique claire sur son visage maintenant. S'il vous plaît. J'ai besoin de ce travail. L'opportunité au Pacifique régional. C'est incroyable. Je sais que j'ai fait mauvaise impression à Thanksgiving. Il ne s'agit pas de Thanksgiving. Mais je suis un bon médecin. Vraiment. Je me soucie de mes patients. Je travaille dur. J'ai juste besoin d'une chance de faire mes preuves dans un hôpital comme celui-ci. Un hôpital comme celui-ci exige des médecins qui ont déjà fait leurs preuves, ai-je dit. Nous n'avons pas le temps de donner aux gens des chances de rattraper leur retard. Vous ne pouvez pas me rejeter à cause d'un dîner de famille. Je peux vous rejeter parce que vos qualifications ne répondent pas à nos normes. J'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte. Rebecca attendait dans le couloir. Rebecca, veuillez raccompagner le Dr Burke. Notre entretien est terminé. Dr Thornton. Merci pour votre temps, Dr Burke. Nous prendrons notre décision finale d'embauche d'ici le 2 janvier. Vous recevrez une notification par email dans les 2 cas. Elle n'a pas bougé. Ses yeux étaient remplis de larmes. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Rebecca, mon assistante, s'est avancée. Dr Burke. Par ici, s'il vous plaît. Alexandria m'a regardé une dernière fois. Marcus va entendre parler de ça. Je suis sûr qu'il en entendra parler, ai-je dit calmement. Au revoir, Dr Burke. Elle est sortie, Rebecca la guidant vers les ascenseurs. J'ai entendu sa voix dans le couloir, montant dans les aigus, c'est de la discrimination. Elle ne peut pas faire ça à cause de raisons personnelles. J'ai fermé ma porte. Mes mains étaient parfaitement stables alors que je retournais à mon bureau et ouvrais mes emails. J'ai tapé rapidement. Comité d'embauche du conseil d'administration objet, recommandation finale pour le chef de la chirurgie pédiatrique date, 26 décembre, 15h47 après avoir terminé les entretiens finaux avec les 3 candidats, je recommande que nous fassions une offre au Dr Patricia Okonkwo. Ses qualifications, son expérience de leadership et son portefeuille de recherche font d'elle la candidate la plus forte. Le Dr Chin est un excellent second choix si le Dr Okonkwo décline. Le Dr Burke ne répond pas à nos normes pour ce poste. Je ne recommande pas de lui faire une offre. Les notes d'entretien détaillées et les matrices d'évaluation sont jointes. Je serai disponible pour discuter de cette recommandation lors de la réunion du conseil de demain. Cordialement, Emma Thornton, MD directrice médicale. J'ai appuyé sur envoyer. Mon téléphone a sonné à 17h47. Marcus. J'ai laissé aller sur la messagerie. Il a rappelé à 18h02. Encore à 18h15. À 18h23, la notification de message vocal est apparue. Je l'ai mis sur haut-parleur. Emma, qu'est-ce que tu as foutu? Alexandria est rentrée en pleurant. Elle dit que tu as saboté son entretien à cause d'une rancune familiale. C'est dingue. Tu ne peux pas mélanger la famille et le travail comme ça. Rappelle-moi maintenant. J'ai supprimé le message vocal. À 19h14, maman a appelé. Emma, chérie, Alexandria est très bouleversée. Elle dit que tu as été hostile pendant son entretien. Je sais que vous êtes peut-être parti du mauvais pied, mais c'est la fiancée de Marcus. Ne peux-tu pas juste l'aider à obtenir le travail? Pour la famille? J'ai raccroché sans répondre. À 20h02, papa a appelé. J'ai répondu. Emma, je viens d'entendre ce qui s'est passé. Tu dois arranger ça. Bonjour, papa. Comment s'est passé ton réveillon de Noël? Ne joue pas à ça. Alexandria a dit que tu as été horrible avec elle pendant l'entretien, posant des questions impossibles, la faisant se sentir incompétente. Je lui ai posé des questions d'entretien standard pour un poste de chef de département. C'est une chirurgienne qualifiée.
C'est une chirurgienne aux compétences adéquates, avec une expérience de leadership minime, des résultats inférieurs à la moyenne et un portefeuille de recherche mince. Elle n'est pas qualifiée pour le poste. Tu la rejettes parce qu'elle sort avec Marcus. Je la rejette parce qu'elle ne répond pas à nos normes, ce qui, en tant que directrice médicale, est mon travail. Silence à l'autre bout du fil. Puis, directrice médicale. C'est ton titre? C'est mon titre depuis 3 ans. Je pensais que tu avais dit que tu étais dans l'administration. Je suis dans l'administration. Je suis la directrice médicale. Je dirige l'ensemble des opérations cliniques d'un hôpital de 847 lits. Je supervise 2847 employés. Je prends les décisions d'embauche et de licenciement pour chaque poste clinique, y compris les chefs de département. J'ai gardé ma voix égale. Alexandria Burke a postulé pour un poste dans mon hôpital. Je lui ai fait passer un entretien. Elle n'est pas qualifiée. Fin de l'histoire. Emma, tu ne peux pas faire ça. Elle va faire partie de la famille. Alors elle aurait dû faire plus attention avant de rejeter les rôles administratifs comme étant juste de la paperasse et les gens comme moi comme n'étant pas de vrais médecins. J'ai fait une pause. À ton avis, quelle part de sa démarche d'entretien reposait sur ses qualifications? Et quelle part reposait sur sa supposition qu'elle pouvait tirer parti d'une connexion familiale dont elle ignorait même l'existence? Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'attendre de moi que je compromette mes normes professionnelles pour que ta future belle-fille se sente mieux dans sa peau. J'ai 2 autres candidats qui sont véritablement excellents. Je vais embaucher l'un d'eux. Ta mère et moi sommes très déçus. Je suis sûr que vous l'êtes. Vous avez été déçus par moi toute ma vie. Cela ne change rien. Je me suis levé de mon canapé, marchant vers ma fenêtre surplombant la ville. Papa, je dois y aller. J'ai une réunion du conseil demain matin où je présente ma recommandation d'embauche. Emma. Bonne nuit, papa. J'ai raccroché. Les appels téléphoniques ont continué toute la soirée. Marcus a laissé 3 autres messages vocaux, chacun plus colérique que le précédent. Maman a envoyé une série de SMS allant de la supplication, s'il te plaît, reconsidère pour l'unité de la famille, à l'accusation, c'est cruel et mesquin. À 21h47, un numéro que je ne reconnaissais pas à appeler. J'ai répondu, Dr Thornton. Une voix de femme, tremblante de rage, c'est Alexandria Burke. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais déposer une plainte. Auprès de qui, ai-je demandé calmement. Le conseil d'administration. Je leur rends compte directement, et ils font implicitement confiance à mes recommandations d'embauche. Le conseil de l'ordre des médecins. J'ai mené un entretien professionnel et pris une décision d'embauche basée sur les qualifications. Les ressources humaines. L'entretien entier a été enregistré, et mes questions étaient identiques à celles posées à tous les candidats. J'ai fait une pause. Dr Burke, si vous déposez une plainte, elle sera examinée. Et ce que cet examen montrera, c'est que vous avez supposé que des relations personnelles pouvaient remplacer des qualifications professionnelles. Ce n'est pas un récit qui aidera votre carrière. Vous faites ça parce que vous êtes jalouse. Je fais ça parce que vous n'êtes pas qualifié. Si vous étiez exceptionnel, je vous aurais embauché indépendamment de toute histoire personnelle. Mais vous n'êtes pas exceptionnel. Vous êtes moyenne, et je n'embauche pas des gens moyens. Elle pleurait maintenant. Je suis un bon chirurgien. Alors vous trouverez un poste qui correspond à votre niveau de compétence. Juste pas ici. J'ai gardé ma voix neutre, professionnelle. Je vous suggère de vous concentrer sur l'amélioration de vos résultats, le développement de votre portefeuille de recherche et l'acquisition d'une expérience de leadership. Dans 5 ans, si vous avez accompli ces choses, vous êtes la bienvenue pour postuler à nouveau. 5 ans. Bonne chance, Dr Burke. J'ai raccroché. 27 décembre, 9h. La salle de conférence du conseil d'administration à l'étage exécutif. 12 membres du conseil, notre PDG, notre directeur financier et moi. Dr Thornton, a dit le président du conseil, présentez-nous votre recommandation pour le chef de la chirurgie pédiatrique. J'ai ouvert ma présentation. 3 diapositives pour chaque candidat. Diplôme, performance à l'entretien, matrice d'évaluation. Le Dr Chin est excellent. Formé à Stanford, techniques chirurgicales innovantes.
Recherche solide. Il serait une bonne recrue. Le docteur Okonkwo est exceptionnel. Clinique Mayo, résultats remarquables, leadership prouvé, programme de recherche établi. Elle est ma recommandation principale. Et le docteur Burke? A demandé l'un des membres du conseil. Je vois qu'elle est allée jusqu'au tour final. Le docteur Burke a des compétences cliniques adéquates, mais manque de l'expérience de leadership et du profil de recherche dont nous avons besoin. Son taux de complications chirurgicales est de 2,1%, au-dessus de notre cible. Elle a publié 2 articles dans des revues de second rang en 5 ans. Elle n'a aucune expérience de la gestion de budget ou d'équipe de plus de 2 internes. Elle ne répond pas à nos normes. Notez, a dit le président du conseil. Je propose que nous fassions une offre au docteur Okonkwo à 420 000 $ par an, plus le paquet d'avantages standards et le budget de recherche. Tous en faveur? Approbation unanime. Dr Thornton, contactez le docteur Okonkwo aujourd'hui. Concluons cela. Séance levée à 9h47. J'ai appelé le docteur Okonkwo depuis mon bureau à 10h15. Dr Okonkwo, c'est le docteur Emma Thornton du Pacific Regional Medical Center. J'ai le plaisir de vous offrir le poste de chef de la chirurgie pédiatrique. Elle a accepté sur le champ. Le prochain dîner de famille était prévu pour le réveillon du Nouvel An. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais maman a appelé et a dit, s'il te plaît, viens. Nous devons parler en famille. Je suis arrivé à 18h. La tension était immédiate. Marcus était furieux. Tu as saboté la carrière d'Alex. J'ai pris une décision d'embauche basée sur les qualifications. Tu l'as humilié. Je lui ai fait passer un entretien de la même manière que je le fais pour chaque candidat. Papa est intervenu. Emma, tu aurais pu l'aider. L'aider en embauchant quelqu'un de sous-qualifié. Ce n'est pas comme ça que je fais mon travail. Elle va faire partie de la famille. A crié Marcus. Alors elle aurait dû y penser avant de dénigrer ce que je fais en le qualifiant de paperasse et en sous-entendant que je n'étais pas un vrai médecin. Maman se tordait les mains. Ne pouvons-nous pas tous simplement nous entendre? Je m'entends très bien avec les gens qui me respectent, ai-je dit. Alexandria ne m'a pas respecté. Elle l'a clairement fait savoir à Thanksgiving. Maintenant, elle a appris que la personne qu'elle a dédaignée avait en réalité du pouvoir sur sa trajectoire de carrière. Ce n'est pas mon problème. C'est le sien. Tu es vindicative, a hurlé Marcus. Je me suis tourné vers lui. Laisse-moi te demander quelque chose, Marcus. Est-ce qu'Alexandria t'a parlé de son taux de complications chirurgicales? De sa recherche limitée? De son manque d'expérience en leadership? Ou t'a-t-elle juste dit que j'étais méchante avec elle? Il a hésité. Elle a dit que tu as posé des questions impossibles. J'ai posé des questions sur ses initiatives d'amélioration de la qualité, son programme de recherche et sa philosophie de leadership. Les mêmes questions que je pose à chaque candidat chef de département. Elle ne pouvait pas y répondre adéquatement parce qu'elle n'y a pas réfléchi. Elle s'est contentée d'une performance adéquate dans un hôpital communautaire, et elle pensait qu'un poste prestigieux lui tomberait tout cuit dans le bec parce qu'elle a de bons diplômes. J'ai regardé autour de la pièce. C'est moi qui ai bâti la réputation de cet hôpital. Je ne vais pas l'endommager en embauchant quelqu'un de sous-qualifié juste parce qu'elle sort avec mon frère. Elle est dévastée, a dit maman doucement. Alors elle apprendra de cela et fera mieux la prochaine fois. C'est comme ça que les carrières fonctionnent. Le visage de papa était rouge. Tu as toujours été difficile, Emma. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que tout le monde. Non, papa. Je suis juste meilleur dans mon travail, ce que tu saurais si tu avais un jour prêté attention. J'ai pris mon sac à main. Je suis venu parce que maman l'a demandé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je pars maintenant. Emma, attends, a commencé maman. J'ai fini d'attendre, maman. J'ai fini d'être invisible. J'ai fini d'être dédaigné. Je suis la directrice médicale de l'un des meilleurs hôpitaux de la région. Je gagne plus en un an que papa n'a jamais gagné. J'ai été présenté dans Forbes. Je prends la parole lors de conférences nationales. Je sauve des vies en créant des systèmes qui aident des milliers de patients. Et aucun de vous ne m'a jamais interrogé à ce sujet. Pas une seule fois. J'ai regardé Marcus. Tu veux être en colère contre quelqu'un?
Sois en colère contre toi-même pour sortir avec quelqu'un qui juge les gens sur leur titre de poste au lieu de leur caractère. Sois en colère contre Alexandria pour avoir supposé que les relations comptent plus que la compétence. Mais ne sois pas en colère contre moi pour avoir fait mon travail avec intégrité. Je suis sorti. Marcus m'a suivi jusqu'à ma voiture. Alex et moi allons probablement rompre à cause de ça. Non, Marcus, vous allez probablement rompre parce qu'elle est embarrassée et qu'elle cherche quelqu'un à blâmer. Si c'était une personne de qualité, elle prendrait cela comme une expérience d'apprentissage. J'ai déverrouillé ma voiture. Mais ce n'est pas mon problème. C'est le tien. Je n'arrive pas à croire que tu es ma sœur. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fallu 35 ans pour réaliser que je suis doué dans ce que je fais. Je suis monté dans ma voiture. Bonne année, Marcus. Le docteur Patricia Okonkwo a commencé au Pacifique Régional le 1er février. En 3 mois, elle avait bâti un programme de chirurgie pédiatrique qui est devenu le centre de référence régional. Nos résultats chirurgicaux pédiatriques sont devenus les meilleurs de l'État. Alexandria Burke est restée au Children's Medical Center. J'ai entendu dire par des réseaux professionnels qu'elle avait commencé à se concentrer davantage sur l'amélioration de la qualité et qu'elle poursuivait une formation supplémentaire en leadership. Tant mieux pour elle. Marcus et Alexandria ont rompu en mars. Selon maman, Alexandria avait besoin d'espace pour se concentrer sur sa carrière. Marcus était de nouveau célibataire et utilisait apparemment l'expérience pour réfléchir à ce qu'il voulait vraiment. J'ai été promue vice-présidente exécutive des opérations cliniques en avril, avec un salaire de 645 000 $ et des responsabilités étendues à l'ensemble de notre système de santé, 4 hôpitaux, 23 cliniques. Forbes Healthcare a fait un article de fond, comment le Dr Emma Thornton a bâti l'un des systèmes hospitaliers les plus performants d'Amérique. Ils m'ont interviewé pendant 6 heures. L'article faisait 12 pages. Papa m'a envoyé un SMS quand c'est sorti, j'ai vu l'article de Forbes. Très impressionnant. On peut déjeuner ? J'ai répondu, je suis libre mardi à midi. Mon bureau. Il est venu. Il a vu la vue depuis l'étage exécutif. Il a vu mon nom sur la porte. Il a vu les prix sur mon mur. Il a vu l'équipe de personnes qui me rendaient compte, tous m'appelant Dr Thornton avec un respect sincère. Je ne savais pas, a-t-il dit doucement au-dessus de nos sandwichs dans la salle à manger exécutive. Je ne savais rien de tout ça. J'ai essayé de te le dire pendant des années. Tu n'écoutais pas, je pensais. Il a laissé sa phrase en suspens. Je pensais que tu étais juste dans l'administration. Comme une gestionnaire d'hôpital. Je suis une gestionnaire d'hôpital. Je gère les opérations cliniques d'un système de 4 hôpitaux. C'est ce que fait un directeur médical. J'ai pris une gorgée de mon eau. Tu pensais que l'administration signifiait classer de la paperasse parce que tu ne comprenais pas ce que le travail impliquait réellement. Tu valorisais le travail de marketing de Marcus par rapport à mon rôle de restructuration de systèmes hospitaliers défaillants parce que l'un te semblait plus prestigieux que l'autre. J'avais tort. Oui, tu avais tort. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Peut-on recommencer à zéro, a demandé papa. Non, ai-je dit. Nous pouvons commencer à partir d'ici. À partir de la vérité. Je ne suis plus la fille invisible. Je ne suis plus le pas vrai médecin. Je suis le docteur Emma Thornton, et j'ai bâti quelque chose de remarquable. Si tu veux faire partie de ma vie, tu dois respecter ça. Tu dois me voir. Je te vois maintenant. Bien, ai-je dit. C'est un début. Maman a doucement commencé à me poser de vraies questions sur mon travail, pas juste, comment va le boulot à l'hôpital, mais, parle-moi du projet de restructuration que tu as mentionné, et, que fait réellement un directeur médical ? Marcus a mis plus de temps, mais il a fini par appeler. Je suis désolé, a-t-il dit. De n'avoir jamais demandé. De ne m'être jamais soucié. D'avoir supposé que ton travail était moins important que le mien. Merci, ai-je dit. Je peux t'inviter à dîner ? Pour te laisser me parler vraiment de ton travail. J'aimerais bien. Nous nous sommes rencontrés la semaine suivante. J'ai parlé pendant 3 heures de systèmes hospitaliers, de résultats pour les patients, de défis de leadership, de la satisfaction de sauver une institution en faillite. Il a écouté. Je n'avais aucune idée, a-t-il dit. Je n'avais aucune idée que tu faisais tout ça. Je sais.
J'ai été un frère terrible. Tu as été un frère inconscient. Mais tu es là maintenant. Ça compte pour quelque chose. La dynamique familiale ne s'est pas guérie par magie. Ces choses-là ne le font jamais. Mais elles ont changé, petit à petit. J'ai posé des limites. Je me montrais quand je le voulais, pas quand on m'attendait. Je parlais de mon travail quand on me le demandait, et je partais quand la conversation devenait méprisante. J'ai bâti la vie que je voulais, la carrière que j'avais gagnée, le respect que je méritais. Et quand les gens me demandaient ce que je faisais dans la vie, je ne minimisais plus. Je suis la directrice médicale et vice-présidente exécutive des opérations cliniques pour le système de santé Pacifique régional. Je supervise les opérations cliniques de 4 hôpitaux et 23 cliniques. Je bâtis des systèmes qui sauvent des vies. La plupart des gens étaient impressionnés. Ma famille l'était enfin aussi. Mais la personne la plus importante qui était impressionnée, c'était moi. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu le docteur Emma Thornton. Pas la fille invisible. Pas la gratte-papier. Pas le pas vrai médecin. Le vrai médecin qui avait bâti un empire pendant que tout le monde était trop occupé à la dénigrer pour le remarquer. Et cela suffisait.